Merci d'être fidèle au programme d'ITV. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans le 1945 à la une de l'actualité. Plus que quelques heures avant le procès opposant le leader du PASTEF à l'actuel ministre du Tourisme, Ousmane Sonko, est poursuivi par Mame Mbaye Niang pour diffamation. Les deux personnalités politiques vont faire face au juge demain, jeudi, en procès impopulaire mais à fort enjeu. Dans ce journal, retour sur ce dossier politico-judiciaire à une année de l'élection présidentielle. Dans ce journal, nous irons également au palais de justice de Dakar où le procès aura lieu. Un important dispositif sécuritaire a été déployé sur place et pour la première fois, une barrière électrique vient renforcer le dispositif, un système de sécurité qui ne rassure pas trop des citoyens que nous avons trouvés sur place. Et à quelques heures de son procès, Ousmane Sonko a participé à la conférence de presse organisée par les leaders de Yewwi Askan Wi. Les leaders de l'opposition dénoncent une machination judiciaire orchestrée par l'État et comptent s'opposer farouchement à toute volonté du président de briguer un troisième mandat. Et comme tous les mercredis, la rédaction vous propose la rubrique découverte. Elle nous mène ce soir au quartier Escale de Mbour, quartier autrefois résidentiel gagné par l'insalubrité et dû à l'installation non réglementée de commerce. Voilà pour les titres. Tout de suite, le développement. Mais d'abord, cet accident mortel sur la route de Tivaouane à hauteur du village de Lumlum, de Lamlam. Deux personnes y ont perdu la vie. Une autre blessée grave. Un véhicule de type 4-2 a fauché une moto Jakarta qui tentait de dépasser un camion sur la route. Nous y reviendrons certainement dans nos prochaines éditions avec notre correspondant permanent à Thiès Isidore, Alexandre Sen. Et puis je vous le disais dans les titres, Mame Mbaye Niang et Ousmane Sonko seront face au juge demain, jeudi. Le président du PASTEF est poursuivi par le ministre du Tourisme pour diffamation. Un procès très peu populaire mais avec de grands enjeux. Retour sur ce dossier politico-judiciaire avec Mamadou Sy. 29 milliards de francs CFA détournés par l'ancien ministre de la Jeunesse, Mame Mbaye Niang, épinglé par le rapport de l'IGE. Ousmane Sonko ne manque pas d'occasion pour le rappeler, pour faire référence à la mauvaise gestion du régime en place, un rapport qui, selon le maire de Ziguinchor, revient sur ce qu'il qualifie de scandale au Prodac. Il s'agissait du programme des domaines agricoles communautaires et les prétendues surfacturations impliquant l'entreprise israélienne Green 2000 pour la réalisation des domaines agricoles communautaires de ces femmes de Itato, de Keur Momar et de Keur Sambakan. Après les multiples sorties du leader de PASTEF sur cette question, Mame Mbaye Niang, désormais ministre du Tourisme, monte au créneau et met au défi le maire de Ziguinchor de sortir le rapport de l'IGE qu'il a épinglé. Man Sonko dina indi rapport nee na dafa juum du IGF la na indi rapport IGF. Face aux députés, lors du vote du budget de son ministère, a insisté sur le fait qu'il n'a jamais été épinglé par aucun rapport. La réplique d'Ousmane Sonko ne s'est pas fait attendre lors d'une conférence de presse. Le membre de la conférence des leaders de Yewwi Askan Wi dément Mame Mbaye Niang. Il dira d'ailleurs qu'il a le document en sa possession. Mame Mbaye Niang finira par porter plainte contre le maire de Ziguinchor. Ousmane Sonko a entendu sur cette affaire. Le procès acté pour demain. Le leader de PASTEF, lors de ses récentes sorties, affirme avoir confondu le rapport de l'IGF à celui de l'IGE. Il précise lors d'un meeting organisé à Keur Massar qu'il a lu le rapport sur Internet. Diffamation amul ndax dama lire ben document bo xamné rapport IGE bu nek ci Internet la. L'affaire des 29 milliards avait tenu en haleine le pays. Birahim Seck du Forum Civil a même sorti un livre sur cette affaire. Devant le juge demain, Ousmane Sonko et Mame Mbaye Niang devront trouver des arguments solides pour chacun défendre en ce qui le concerne et espérer remporter le combat judiciaire. Et à moins de 24 heures de ce procès, un important dispositif sécuritaire a été déployé aux abords du tribunal de Dakar. Et pour la première fois, une barrière électrique vient en appui aux gendarmes. Un dispositif qui n'augure rien de bon, selon des citoyens rencontrés sur place par nos reporters Abdourahmane Ali et Mafalfal. Le périmètre du tribunal se débarrasse de son monde.
Les forces de l'ordre s'éloignent de l'entrée habituelle, mais la sécurité est bien de mise au palais de justice de Dakar, car en réalité une autre porte est ainsi préposée aux justiciables. Les forces de l'ordre se chargent du tri des entrées du tribunal, en plus d'une grille électrique empêchant toute intrusion par effraction, nous dit le responsable de la sécurité du palais de justice. Du côté des citoyens, chacun y va de son sentiment. Moi, je crois simplement que la justice doit dire le droit et rien que le droit. Dans un pays où l'injustice est manifeste, cela révolte les populations. Voilà ce qui explique aujourd'hui le renforcement de la sécurité ici. Honnêtement, je trouve que c'est insensé. Soyons donc logiques. Donc ça, c'est une alerte. Je lance un appel solennel à la jeunesse de ne pas se faire tuer pour des autres, pour leur propre intérêt. Parce que ça, c'est une alerte. Quelqu'un vient sur ça et c'est vraiment que ça, c'est des barrières électriques et tu te fais tuer ou quoi que ce soit, c'est ton problème. Un message de sensibilisation à moins de 24 heures du procès qui oppose Ousmane Sonko à Mame Mbaye Niang. Ce dernier, ministre de la République, reproche au leader du PASTEF de l'avoir trempé dans le scandale présumé de 29 milliards au Prodac. Le tribunal de Dakar polarise les attentions. Et en attendant son procès, le leader du PASTEF, Ousmane Sonko, était à la conférence de presse organisée par la conférence des leaders de Yewwi Askan Wi. Au menu des discussions, l'état de la démocratie dans le pays et le rapport de la Cour des comptes. Entre autres, le leader de la coalition de l'opposition accuse le chef de l'État d'utiliser la justice pour liquider ses adversaires politiques. La conférence des leaders de Yewwi Askan Wi compte faire face pour l'empêcher de briguer un troisième mandat. Mame Seynabou Babou et Cheikh Tidiane Diouf. Le président du PRP, Déthié Fall, accuse le président de la République de vouloir instrumentaliser la justice pour liquider un adversaire politique. Qu'on soit gêné qu'on en parle ou pas, ce que je vous dis tout de suite, parce que là c'est Yewwi Askan Wi qui parle, différemment des partis politiques qui ont à se prononcer instantanément quand cette affaire a été prononcée et renvoyée devant la chambre criminelle. Ce que je peux vous dire, moi, ça ne passera pas et Yewwi Askan Wi résistera. Le rapport de la Cour des comptes a été également au cœur des débats. Aïda Mbodj estime que Macky Sall veut étouffer cette histoire. Ils veulent que nous oublions le rapport de la Cour des comptes. C'est pourquoi à chaque fois, ils cherchent des histoires que les Sénégalais le comprennent. Durant la Covid-19, beaucoup de choses se sont passées, des marchés ont été donnés injustement et actuellement, ils veulent arrêter les DAGE alors que les ministres sont les principaux responsables. Nous allons continuer à suivre l'affaire de très près. Cheikh Tidiane Youm, pour sa part, appelle l'opposition à s'unir comme un seul homme pour faire face au président de la République. J'insiste sur le fait que l'opposition dans sa globalité doit se tenir debout parce que quand Sonko est réduit à sa expression comme l'a répété le président Macky Sall, il y aura une stratégie qui va exterminer toute l'opposition au niveau sénégalais. Les membres de la conférence des leaders de Yewwi Askan Wi souhaitent traduire le président de la République à la haute cour de justice pour qu'il soit jugé pour haute trahison, lui, ainsi que ses ministres. Ousmane Sonko, lui, s'est adressé à la communauté internationale. Il a salué la déclaration du pape François en visite à Kinshasa et estime que désormais les Occidentaux comprendront mieux le combat anticolonial de l'opposition. Aujourd'hui, c'est un partenariat mondial, sans exclusive. Et le Sénégal se trouve dans un contexte international extrêmement préoccupant, où la compétition entre ce qu'il est convenu d'appeler les grandes puissances va de plus en plus se jouer sur le terrain africain. Et c'est pourquoi je salue
nous saluons tous Yewwi Askan Wi. Nous accueillons avec beaucoup de satisfaction la déclaration du pape François hier à Kinshasa, qui reflète exactement nos préoccupations, sans que cela relève d'une quelconque adversité ou animosité vis-à-vis de nos partis. Il y a quelques mois, j'avais dit à une certaine puissance qu'il est temps qu'elle lève son genou du coup de l'Afrique, et notamment de la France qui est l'ancienne puissance coloniale. Le pape aujourd'hui a lancé un appel très fort pour que les gens arrêtent d'étouffer l'Afrique, d'exploiter l'Afrique. Et c'est cela que nous avons toujours dit. Malheureusement, le message avait été mal perçu. Il y a eu beaucoup de manipulations des opinions de partenaires bilatéraux comme multilatéraux. Manipulation entretenue ici même par le régime politique pour leur faire croire qu'ils ont en face d'eux une opposition irresponsable, extrêmement violente, foncièrement anti-intérêts occidentaux ou français ou je ne sais quoi. Et pour calmer toute cette tension dans l'arène politique, les jeunes de Niaritali Grand Dakar sensibilisent sur la paix et la non-violence. Ils ont organisé une rencontre ce mardi dans leur commune, rencontre à laquelle plusieurs artistes sportifs et communicateurs traditionnels ont participé. Ami Diouf et Mafalfal pour les détails. Artistes, lutteurs, porteurs de voix en gros, des citoyens de Niaritali, Grand Dakar et Biscuiterie se sont mobilisés. Objectif, inviter la population à cultiver la paix et à lutter contre la violence sous toutes ses formes. Un appel qui intervient dans un contexte où la situation du pays est tendue. Nous sommes là pour communiquer sur la paix. Parce que s'il n'y a pas la paix, rien ne peut se faire. S'il n'y avait pas la paix, nous ne serons pas là aujourd'hui. Nous lançons un appel solennel, surtout aussi les responsables de famille et les chefs de famille, de communiquer avec leurs enfants, de garder les enfants à la maison, qu'ils ne répondent à aucune provocation, n'importe quel camp, du pouvoir comme de l'opposition. Parmi les cibles de ces citoyens, les acteurs politiques de la commune, ces jeunes les interpellent. Nous sommes apolitiques. Tout ce qui nous intéresse, c'est de cultiver la paix au Sénégal. Le pays est à nous, donc nous devons nous lever comme un seul homme pour préserver cette paix. Nous interpellons tous les politiciens. Comme nous sommes des porteurs de voix, la protection des biens de la commune préoccupe les jeunes, car Bambay, artiste chanteur, sensibilise les jeunes qui s'adonnent à des pillages lors des manifestations. Nos frères et sœurs ont investi des millions pour réaliser aujourd'hui leurs projets, que ce soit dans le secteur du commerce ou dans un autre secteur. Nous devons donc préserver ces biens. Nous ne devrions en aucun cas détruire les biens des autres. Plusieurs associations font appel au calme. Ces jeunes de Niaritali, Grand Dakar et Biscuiterie montrent donc la voie de la paix. Et en prélude au Magal de Porokhane, prévu ce 2 février, une délégation du groupe E-Media Invest a été reçue par le Khalif général des Mourides, Cheikh Mohamedou Muntaha Mbacké, à la tête de la délégation. Le directeur général qui a réitéré les engagements du groupe de presse à satisfaire les attentes de la Oumma islamique, Mamoudou Ibra Kane, a aussi rappelé l'importance et le rôle des familles religieuses dans le maintien de la paix au Sénégal. Gorandaklo et Tchernofaye. En prélude au Magal de Porokhane, édition 2023, le président directeur général du groupe E-Media Invest a conduit une forte délégation auprès du calife général des Mourides pour les besoins de cet événement religieux. Une démarche magnifiée par le patriarche de Darou Minam, d'où l'engagement du groupe E-Media à promouvoir davantage les valeurs islamiques. Nous sommes venus faire notre ziara à Serigne Touba, Cheikh Ahmadou Bamba, en déposant nos mains, nos paroles, justement entre les mains
de Cheikh Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, Khalife général des Mourides. Nous prions pour lui, pour qu'il ait une santé étincelante et que le bon Dieu lui accorde une très 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 longue vie. Si nous sommes reçus régulièrement, ici à Porokhan, comme à Touba, comme ailleurs au niveau de toutes les familles religieuses, je crois que nous le devons, et en toute humilité, au travail que le groupe E-Media est en train d'abattre depuis plus de 4 ans maintenant, depuis qu'il existe à travers ces différents supports. Ainsi, le PDG du groupe E-Media Invest réitère son attachement et son engagement à toujours répondre aux attentes de Cheikh Mouhamadou Mountakha. Nous avons intérêt à préserver cet héritage que nous avons reçu de nos vénérés et qui est perpétué aujourd'hui par l'ensemble de nos khalifes et de nos guides religieux de manière générale. C'est tout le sens des déplacements réguliers, donc, comme je disais tout à l'heure, du groupe E-Media. Et la semaine prochaine, je saisis cette occasion, lundi, Inch'Allah, nous nous rendrons à Touba pour la retransmission en direct de l'inauguration de l'université de Touba qui tient à cœur le Khalife général des Mourides. Nous ne pouvons pas manquer justement l'occasion de l'inauguration de cette université. Porokhan refuse déjà du monde venu célébrer le Magal de Mame Diarra Bousso, un Magal prévu le 2 février prochain. Allons à présent à Mbour, à peine quelques mois après la vaste opération de désencombrement du marché initiée par la municipalité. Tous les anciens occupants sont de retour. Marchands ambulants, tabliers et ordures ont repris leur place, créant un énorme désordre. Les populations riveraines parlent d'un échec total. Montagakan et Mamadouba. Au marché central de Mbour, le désordre et l'insalubrité sont toujours de mise. Le désencombrement des rues attenant au marché, qui a été bien salué par les populations, n'a pas donné de résultats probants. C'est la façon, c'est la non-organisation du marché, la façon dont on a occupé toutes les voies du marché. Des embouteillages, les marchands ambulants, les pousse-pousse, les charrettes, tout ça crée beaucoup de monde. Tout ce monde-là jette leurs ordures. Si le ramassage n'est pas régulier, donc vous voyez le décor qui... Les jeunes du quartier ne sont pas restés les bras croisés. Mais depuis 2020, on a mis en place un ASC qui est actif pour essayer de rendre la ville propre. Parce que c'est le slogan de cet ASC. ASC Escale, zéro déchet, ville propre, déchet déchet. En tout cas, on essaie de faire le mieux. On essaie de faire avec les moyens du bord. Mais sauf que bon, il n'y a pas eu d'aide au niveau de la municipalité ou d'autres organisations peut-être qui vont nous aider. Ils expliquent le manque de suivi de l'action du maire par des pressions et des calculs politiciens. Le maire, des fois, il veut bien faire, mais peut-être avec la pression des politiciens parce qu'il y a les intérêts politiques. Donc, on est obligé de lui tordre la main pour faire concession de certaines choses. Le maire passe beaucoup plus à son électorat qu'à l'intérêt de toute la communauté, de la population. Les jeunes du quartier qui se disent prêts à tout pour rendre leur quartier accessible et propre reprochent au maire son indifférence vis-à-vis de leurs actions citoyennes. Parlons à présent de la construction du stade municipal de Sédhiou. Le ministre des Sports déplore les retards notés dans l'avancement des travaux. Yankoba Diatara invite les jeunes à s'impliquer pour accélérer les travaux. Il était en tournée dans la localité. Écoutons-le au micro de Ousmane Demba. Comme vous le savez, il y a 2 projets majeurs qui sont en train d'être réalisés à Sédhiou. Il s'agit du stade régional et du stade municipal, donc ici dans la commune. Donc l'État avait pris l'engagement d'accompagner la commune de Sédhiou donc pour la réhabilitation du stade municipal. Aujourd'hui, à date, nous constatons quand même que les travaux sont dans un état d'avancement assez appréciable. La tribune est terminée, presque il reste quelques punitions. Mais également, je pense que vous avez constaté également que l'aire de jeu est en train, est même stabilisé, de même que
le mur bahut et la grille de protection. Donc je pense qu'il reste quelques finitions, mais sur tous les engagements de l'État. Donc ici, dans la commune de Sédhiou, l'essentiel donc, a été respecté. Pour le reste, naturellement, nous continuerons donc, à accompagner le stade municipal pour que d'autres commodités puissent être mises à la disposition de la jeunesse, comme un plateau multifonctionnel et autres. Donc pour le stade régional, le niveau d'avancement n'est pas assez satisfaisant. Nous l'avons signifié à l'entraîneur. Mais également, nous sommes en train de travailler pour que toutes les dispositions soient prises, pour que également le stade régional donc, soit donc, terminé dans les meilleurs délais. Au niveau de l'État, nous mobiliserons tous les moyens nécessaires pour que le stade régional également donc, puisse être donc, livré. Après cette première phase, au niveau du stade municipal, nous nous engageons donc, au niveau de l'État pour que l'éclairage sportif donc, et un gazon synthétique soient posés ici, donc, dans la commune de Sédhiou. Et comme promis la semaine dernière, nous poursuivrons notre série de reportages sur la grande mosquée de Bob qui sera inaugurée dans quelques jours ce soir. Focus sur son architecture, une architecture de dernière génération inspirée du Maroc. Près de 300 ouvriers ont participé à la réalisation de ce chef-d'œuvre architectural. Mamadou Dia. Un autre symbole de la victoire de Thierno Mamadou Seydou Ba, un sanctuaire de dernière génération au cœur de Dakar. Des espaces de prière, une esplanade, la galerie, un parking abritant la morgue et les toilettes. La grande mosquée Thierno Mamadou Seydou Ba est bâtie sur une superficie de 2000 m² dans le quartier populaire de Bob. Donc en termes de surface bâtie, en fait aujourd'hui on a des espaces de prière hommes, qui est la salle de prière que vous avez derrière vous, qui fait une superficie de 1200 m², c'est-à-dire qui peut prendre jusqu'à 1500 fidèles. Et derrière, le président nous a instruit pour qu'on puisse faire l'extension, parce que comme un terrain a été acquis juste par le comité, à peu près c'est là où nous sommes, la galerie, qui fait à peu près une surface de 600 m². Et si vous voyez le parking qui est là-bas aménagé, là où on a mis la morgue et les toilettes publiques, qui est environ une surface de 400 m². Au total, il y a 1000 m² d'espace ouvert, sans compter l'esplanade qui est derrière, qui fait aussi 1100 m², ça fait 2100 m² d'espace ouvert. 2100 m², y compris l'esplanade et la galerie où nous sommes là aujourd'hui. Les dames ne sont pas oubliées dans la réalisation de la mosquée. Jadis, elles avaient un petit espace de 70 m² pour honorer les rendez-vous de la prière. Une baraque rangée désormais dans le passé. Elle est remplacée par ce bâtiment R+1 qui peut recevoir jusqu'à 300 fidèles. Le président a demandé à ce qu'on construise aussi une mosquée pour les dames. C'est pourquoi on a érigé un bâtiment qui fait une surface au sol, en plus au sol de 110 m², 120, et on a fait sur 2 niveaux, qui fait qu'on a 2 salles de prière qui peuvent contenir jusqu'à 300 fidèles pour les dames. Donc c'est un R+1. C'est le bâtiment qui est à côté ouest de la mosquée. Le sanctuaire a une capacité d'accueil de 4000 fidèles. Pour l'érection de cette mosquée, il a fallu mobiliser au minimum 7 entreprises. Des travaux allant des bâtiments, de l'aluminium, du carrelage, de l'électricité à la plomberie. Pour y arriver, une forte main-d'œuvre a travaillé d'arrache-pied. En termes de recrutement, CSE a mobilisé au moins, je peux dire en termes d'hommes-jours, on peut dire que peut-être plus de 1000 ouvriers sont passés par là, sans compter en fait les travaux des autres corps d'État qui ont mobilisé quand même des équipes, que ce soit les électriciens et autres. Il faut compter, aujourd'hui je peux dire que 3000 personnes au moins ont travaillé sur ce projet, au minimum. Les fidèles vont contempler la beauté de l'intérieur, tout comme de l'extérieur du sanctuaire. Une architecture de dernière génération, inspirée du Moyen-Orient. Au Maroc, spécifiquement, parce que l'architecte qui a repris ce projet est un Marocain qui a été recruté par le Dental. Mais la réalisation est faite par en fait, l'expertise sénégalaise. Donc à la tête, le bureau d'architecture qui est rattaché à la présidence. Et qu'en est-il de la sonorisation?
Le sanctuaire dispose d'un matériel flambant neuf de dernière génération. Une instruction du président de la République dans le cadre du programme de modernisation des cités religieuses, respectée à la lettre. Si vous voyez la sono, en fait, on a un rack à l'intérieur où il y a des amplificateurs. On a même prévu de mettre des micros sans fil baladeurs parce que vous savez, quand l'imam fait ses prêches et autres, donc souvent on a vu que les micros avec fil font souvent obstacle, donc ils peuvent un peu gêner. Donc c'est pour cela qu'il a demandé à ce qu'on déploie tous les moyens possibles pour que en fait, les fidèles puissent faire leurs prières et leurs prêches en fait, dans le meilleur des conforts. Le bureau d'architecture, bras technique de la présidence de la République, a piloté l'exécution de cette mosquée dans le cadre du programme de modernisation des cités religieuses. Pour son inauguration, le Dental Daka appelle les fidèles à la grande prière du vendredi, ce 3 février. À la découverte du quartier Escale de Mbour, situé en plein centre-ville, autrefois quartier des colons, il était aussi le centre des affaires des commerçants libano-syriens. Ce quartier, jadis propre et bien entretenu, il est envahi par l'insalubrité causée par l'installation anarchique de commerçants Muntaga Khan et Mamadouba pour la rubrique découverte. L'Escale est le premier quartier officiel de Mbour. Les colons ayant quitté Nianing s'y sont implantés très tôt. Le commerce était l'apanage des Libano-Syriens. Les colons, eux, s'adonnaient au transport de l'arachide vers l'Europe. C'est difficile pour moi de dire qui a créé exactement le quartier. D'après ce que j'ai entendu, il était habité par des Blancs. C'était durant la colonisation des Blancs. Après, les Libanais sont venus. Après, plus tard, les Sénégalais, les Mourois ont commencé à s'installer petit à petit. Mais ils n'étaient pas nombreux à s'y installer. C'était le centre-ville, la ville était propre et puis il y avait beaucoup de magasins. Les routes étaient vraiment excellentes. Il n'y avait pas tout ce désordre, quoi. Parce que c'était un lieu attractif. Il y avait les cinémas, il y avait les pâtisseries, les magasins de tissus, tout ça, quoi. Aujourd'hui, vous voyez le décor, tout est délabré. Bon, vraiment, c'est triste de voir aujourd'hui que le centre-ville de Mbour est à ce point d'anarchie, d'occupation anarchique de la route. Une des rares personnes ayant vécu la colonisation raconte. Les Blancs étaient des commerçants. On peut noter Nossor, Dupuis, PCA, Madame Feder, etc. Ils tenaient des boutiques et des usines. Ils achetaient l'arachide, ils l'achemiнаient en Europe à travers le Ward. Il y a aussi des Toubabs, des gendarmes. Il y avait aussi quelques Noirs parmi eux. Mais les commandants étaient tous des Blancs. Elle nous apprend qu'à part quelques bâtiments, des colons et des Libano-Syriens, tout l'espace était constitué de champs d'arachide jusqu'au bord de la mer. Tout cet espace était occupé par des champs d'arachide jusqu'au bord de la mer. En ce temps, la mer était très loin. Dans ce quartier, il n'y avait pas de Noirs, excepté Jacques Derneville, qui s'activait dans le landerneau politique avec Dembo Diop et consorts. Un seul noir habitait ce quartier. Il se nommait Jacques Derneville. C'était un politicien. En dehors de lui, il y avait les employés qui logeaient. Cette dame s'est dite très nostalgique du bon vieux temps, de l'ordre, de la propreté, mais surtout de la belle vie, où les marchandises se vendaient à très bon prix. En ce temps, la dépense quotidienne ne dépassait pas 200 francs. 1 kg de riz coûtait 31 francs. Le litre d'huile, 80 francs. La miche de pain s'élevait à 10 francs. Les poissons que nous mangeons aujourd'hui n'étaient pas consommés. En ce temps, les dorades ne se cuisinaient qu'avec le couscous. Si les précurseurs de ce quartier, berceau de la ville de Mbour, revenaient à la vie, ils ne pourraient pas reconnaître leur beau centre commercial qui est devenu aujourd'hui un bric-à-brac indescriptible.
Et c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. L'information continue sur notre site internet le www.emedia.sn. Bonne suite des programmes sur ITV.